Attends, Attends. je relance. 3 minutes 22. Ouais, à Ah, 3 zut, minutes hein. 22. Ah, c'est pour ça qu'en fait, Sylvie, elle me disait tout à l'heure, vous avez démarré. Ça y est, je vous vois. Bah non, elle me disait qu'elle vous voyait. Ok. Ah, ça y est, on est live là. On est live? C'est parti? C'est reparti? Alors, Alors, attends. Normalement, oui. a priori, Je il y a eu un vérifie. petit problème de Facebook Live. Désolé. On n'a pas bien géré le truc. Euh, le problème, c'est qu'on a beaucoup parlé. Donc, on voudrait juste savoir où est-ce qu'on s'est arrêté pour pouvoir reprendre tranquillement le contenu de notre présentation. Je ne sais pas si... Le pourcentage de type de malade? On peut Oui, redémarrer je là? crois que c'est 3 encore minutes? moi qui parle. C'est encore toi qui parles? Ouais. On recommence depuis le début, Vincent. Ok. Bon, bah, pardon pour cette interruption technique. Depuis le début, je disais que le virus s'appelle le SARS-CoV-2, que la maladie qu'on entend parler qui est provoquée par ce virus, c'est le Covid-19, et que le petit 19 derrière le mot de Covid, c'est pour son année de naissance, donc son année de découverte, 2019. Si ça avait été 2020, on l'aurait appelé le Covid-20. Les modes de transmission de ce virus, de cette pathologie, c'est essentiellement par les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire c'est par l'excrétion de fluides, donc les gouttelettes de salive, les gouttelettes qui sortent du nez, les excrétions ou des gouttelettes, enfin les fluides qui sortent du nez et de la bouche, hein, qui sont porteuses donc du virus, hein, et qui vont contaminer soit directement les gens euh, parce qu'on va postillonner sur eux et qu'ils vont respirer ces gouttelettes infectées, ou voilà, et donc ils vont être à leur tour, ils peuvent être à leur tour contagieux, enfin contaminés, soit indirectement par la contamination de surfaces dites de contact que des personnes vont venir toucher et ensuite vont toucher avec leurs mains ou avec des objets qui vont porter ensuite à leur bouche ou à leur nez et donc ou à leurs yeux et ainsi se contaminer à travers une surface contact, la contamination d'une surface contact. Donc en fait, ça donne aussi ces modes de contagion et de contamination. Ça donne aussi un grand intérêt au grand respect des gestes barrières. Voilà, de faire attention à ce qu'on fait, de faire attention avec qui on le fait, et de faire attention à la distanciation sociale, etc. Et ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, la transmission, c'est par les gouttelettes de salive et les excrétions du nez. Euh, les pourcentages de la typologie des malades. Alors, tout à l'heure, on évoquait ça, alors que vous n'entendiez pas. Grosso modo, les chiffres qui sont donnés aujourd'hui disent que 80% des gens qui ont le Covid-19, 80% de ces gens qui sont infectés feront une forme bénigne ou légère ou moyenne, c'est-à-dire qu'ils feront quelque chose qui est de l'ordre du pas grand-chose, voire même asymptomatique, au rhume jusqu'à la grippe, qui peut être une grippe un peu sévère, puisqu'en fait, les témoignages disent que des gens qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital sont quand même restés confinés chez eux avec une grippe qui les a mis sur le flanc de manière très forte. Mais ils s'en sont remis avec du paracétamol et en surveillant leur constante, en faisant attention à eux, en restant chez eux. Donc 80% vont faire une forme légère, moyenne et un petit peu sévère. Il reste les 20%. Dans les autres 20%, ils vont faire une forme grave, voire très grave. Forme grave, ça va être aller à l'hôpital. Voilà. Donc les 20% vont avoir besoin d'aller à l'hôpital. Sur ces 20%, il y en a 15% qui vont faire une forme qui nécessitera un petit peu de soins intensifs, donc un séjour à l'hôpital avec une assistance respiratoire importante. Donc c'est déjà des malades un peu, enfin, à l'hôpital pendant quelques jours, voire même quelques semaines. Et les 5% qui restent feront une forme très grave, c'est-à-dire qu'ils iront en réanimation avec être intubés, rester 3 semaines dans le coma peut-être, etc. Donc alité, et donc tout ce qu'on voit à la télé, tout ce dont on parle aujourd'hui à la télé, c'est-à-dire ou dans les journaux, c'est-à-dire l'engorgement des services de réanimation avec des formes très lourdes et pour des gens qui vont rester très longtemps à l'hôpital. C'est ça qui est un peu une nouveauté, c'est que euh, même quand on a de la grippe, il y a des gens qui ont des grippes saisonnières et qui font des formes graves de grippe.
rares sont les gens qui restent 3 semaines intubés à l'hôpital. Voilà. Mais c'est quand même important de le rappeler, Vincent, ces chiffres et ces proportions, c'est que très globalement, le Covid, on en guérit chez soi, confiné, avec du paracétamol, et on peut en guérir aussi avec une assistance médicale et une assistance hospitalière. Et c'est vrai que dans ce magma d'informations qu'on peut voir un peu partout, des fois on oublie ça. On oublie que c'est une épidémie qu'on ne connaît pas, un virus qu'on ne connaît pas, mais dont on guérit soit naturellement, soit avec de l'aide en grande quantité. Donc, ça fait quand même du bien de le rappeler. Et ça, les cliniciens et les chercheurs qu'on a eus au téléphone ces 2 dernières semaines nous l'ont dit. Nous l'ont dit, attention, on ne connaît rien de ce virus ou quasiment rien. Il faut être très précautionneux parce que, comme le dit Vincent, il y a des cas qu'on n'arrive pas à soigner, qui partent vite en réanimation ou en soins intensifs, mais quand même, dans la grande majorité, on en soigne. Et je pense notamment au docteur Ferrari qui me disait que dans sa patientèle, elle avait des personnes très âgées qui avaient tout à fait survécu à leur infection. Donc bon, voilà, je trouve que c'est important de le dire sans minimiser ni maximiser des constats divers et variés. Merci Vincent, je te redonne la parole. Donc, la contagiosité de cette petite chose qui peut devenir très grave, mais qui, voilà, comme on l'a dit, on en guérit malgré tout. La contagiosité, c'est important de le savoir, puisqu'en fait, au début, il y a eu beaucoup de tâtonnements, mais du fait qu'on ne connaissait pas cette maladie qui était toute neuve, c'était qui est contagieux, qui est très contagieux, enfin, quand on est contagieux, est-ce qu'on est très contagieux, etc., et combien de temps on reste contagieux. Sachant qu'il y a deux typologies de malades qui sont atteints du Covid. Il y a ceux qu'on va appeler les asymptomatiques, qui ne déclarent donc absolument aucun symptôme du Covid. Ces gens-là sont souvent peu malades. Donc, on verra un petit peu après les symptômes, mais rapidement, la fièvre, la toux, des courbatures, des problèmes respiratoires, etc. Ça, c'est les symptômes principaux. Donc, certains, alors on ne connaît pas la proportion, je n'ai pas trouvé la proportion des gens qui sont atteints du Covid et qui n'ont pas déclaré de symptômes. Voilà. On va parler de ceux qui sont symptomatiques, donc ceux qui déclarent des symptômes. Donc, ceux, en les regardant, on peut dire, bah, toi, tu as le Covid ou toi, tu ne l'as pas. En tout cas, toi, tu as le Covid. Il y a une étude chinoise qui dit que alors, c'est chinois, c'était il y a quelques temps, mais néanmoins, c'est des chiffres qui sont importants et qu'on reprend quelque part un petit peu aujourd'hui dans les précautions qu'on va mettre en place. Il y a une étude chinoise qui dit qu'on reste, qui a suivi des gens qui ont été déclarés Covid, qui ont été suivis pendant plusieurs semaines, et on a mesuré très régulièrement le taux de virus qu'ils avaient grâce à des tests PCR, donc les écouvillons qu'on met dans le nez ou dans la bouche, qui permettent de déterminer si oui ou non on a du virus à l'instant T. Grâce à ces tests-là, on a mesuré peut-être tous les jours leur charge virale et on s'est rendu compte que cette charge virale, elle décroissait au fil des semaines et que grosso modo, au bout de ces gens-là, la durée moyenne, enfin médiane, médiane, ça veut dire il y a 50% qui ont arrêté d'avoir du virus avant cette durée-là et 50% après. Donc, la durée médiane de contagiosité ou de charge virale importante dans les tests PCR, c'est 24 jours. Donc, on va dire 3 semaines pour faire gros. Donc, on peut imaginer, j'extrapole un petit peu, que quand on est contagieux, on l'est pendant 3 semaines, assez fortement. Voilà. Et donc, c'est important ces 3 semaines parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a le Premier ministre qui a donné des préconisations, ou en tout cas sa stratégie sur le déconfinement, et il y a une durée de 3 semaines qui est arrivée. C'est-à-dire que grosso modo, on va commencer le déconfinement le 11 mai et on va se revoir pour un point d'étape 3 semaines plus tard, le 2 juin. Pourquoi 3 semaines? C'est lié à cette durée de décrue de la charge virale. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va incuber pendant une semaine, on va être très contagieux et que ça va commencer à décroître. Et donc, on verra au bout de 3 semaines, les gens qui auront été contaminés après le déconfinement, bah, la charge virale va baisser. Donc voilà, c'est pas les 3 semaines, ils sortent pas de n'importe où, c'est une durée estimée de la contagiosité. Et donc de la transmission à nouveau du virus et du fait qu'il va continuer à courir d'un individu à l'autre. Donc c'est un indicateur qui est important, cette durée de contagiosité,
pour plusieurs raisons, et notamment, on va y revenir très longuement, en tout cas à plusieurs reprises dans cette intervention, c'est que ça oblige à respecter ce qui nous permet aujourd'hui de nous prémunir de ce virus, c'est-à-dire les gestes barrières et la distanciation sociale. Voilà. Il faut le garder le plus longtemps possible pour justement se prémunir de gens qui seraient asymptomatiques, mais qui seraient donc quand même capables de nous transmettre le virus. Bah, si on évite de toucher trop ces gens ou d'être trop en contact avec tout le monde finalement, et si on fait attention à bien se nettoyer les mains, etc., ou à se protéger le visage avec des masques, eh bien potentiellement, on a quand même de grandes chances de ne pas l'avoir, cette chose-là, pendant les semaines qui vont venir. Voilà. Vincent, je me permets de te couper un instant. Gestes barrières, distanciation sociale et pourquoi pas déconfinement partiel ou limité. Parce que effectivement, on se protège avec un masque et avec une série de gestes sanitaires. On se protège aussi en se mettant à 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres, on y reviendra les uns des autres, mais on se protège aussi en limitant nos déplacements et en tout cas nos échanges directs avec d'autres individus. Premier point que je voulais te dire. Et deuxième point, tu citais l'étude chinoise que l'on cite beaucoup. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que m'ont dit quelques médecins durant ces 2 dernières semaines, c'est que une étude, une publication, dans le milieu clinique et scientifique, ça peut parfois prendre 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Là, les études qu'on voit sortir, elles ont 2 mois, 3 mois, dans le meilleur des cas. Donc, il faut prendre toujours un tout petit peu de recul, en tout cas quand on est décideur, il faut toujours prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces études qui ne respectent pas, entre guillemets, les méthodologies classiques d'études et cliniques et de ces publications. Et je reprends les termes du docteur Portet du CHU de Montpellier et aussi du professeur Laforêt-Agarge qui disait « Ce qu'on vous dit maintenant, ça s'appuie sur ce qu'on a pu lire il y a 1 semaine qui a été permis par rapport à une étude de 2 mois. Mais si ça se trouve, dans 1 mois ou dans 2 mois, on sera sur des analyses qui seront ou des constats ou des préconisations Allô ? qui seront différents. Il faut bien avoir ça en tête, d'une part. Et puis, ça nous permet de comprendre un peu mieux que ce qu'on nous dit à gauche, à droite, quand ça a changé d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, c'est pas normal. Et c'est pas grave et c'est pas angoissant pour autant parce que on connaît rien de cette affaire et on réalise des études, mais ces études elles s'appuient sur des laps de temps très courts, donc les constats, les analyses, tout ça peut changer. Mais en tout cas, la machine est lancée, mais les infos peuvent être changeantes. Et ça, c'est important de l'avoir à l'idée pour pas non plus s'angoisser de, du changement de constat ou de préconisation. Exact. Et pour préciser juste ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a la partie essai clinique. En effet, aujourd'hui, on accélère beaucoup, quitte à ne pas respecter l'intégralité de la manière dont on fait des protocoles habituels, voire même ne pas les respecter du tout. Donc, ça, c'est des polémiques à droite à gauche. Mais là, en l'occurrence, cette étude-là, c'est simplement, on va dire, une étude de soins courants, c'est-à-dire qu'on a un stock de malades et tous les jours, on leur fait un prélèvement et on fait une courbe de température finalement. Donc, c'est pas une étude. C'est un constat et un suivi de patients dont on sait qu'ils sont malades et on regarde tous les jours s'ils sont malades, s'ils ont telle température. Donc là, ça peut quand même être fiable. Après, on peut discuter de la fiabilité de ce qui vient de Chine. Mais pour le coup, c'est comme si on faisait en France, on prend quelqu'un et tous les jours, on va lui prendre ses constantes. Et à la fin, on dit, ben voilà, il a commencé à ne plus avoir de fièvre au bout de 3 semaines. Voilà. Donc, c'est un petit peu différent. C'est deux niveaux différents, mais tu as raison sur le reste. Sinon, on est tout à fait d'accord. Les symptômes, parce qu'on parle de symptômes depuis tout à l'heure. Les symptômes, ils sont nombreux, ils ont évolué, on n'en avait pas beaucoup au début, puis la liste des symptômes a considérablement grossi. Les symptômes, on peut ne pas tous les avoir, et heureusement, et on peut en avoir que certains, et ils peuvent arriver au fil de l'eau. Donc voilà. Donc en fait, si je fais juste la liste de tout ce qu'on peut avoir, jamais en même temps en l'espérant, c'est fièvre ou sensation de fièvre, de la température en général, de la toux sèche, oppressante, des fatigues importantes. Donc ça ressemble beaucoup à la grippe. Perte de goût ou d'odorat, ça on a découvert ça beaucoup en Europe, c'était très peu décrit en Chine. Donc voilà, des maux de tête, mal de gorge, des courbatures, des diarrhées pour certains,
une désorientation pour les cas les plus graves, c'est-à-dire qu'on est confus, on a des pertes d'équilibre, on peut aller même jusqu'à un coma pas spontané, mais voilà. Une plus grande dépendance à la ventilation pour ceux qui sont des gens qui ont déjà de la ventilation, et une baisse de sa saturation en oxygène. Et puis pour des apparitions dermatologiques de type engelure, c'est-à-dire des zones bleutées qui peuvent apparaître sur les extrémités, les mains, essentiellement les mains de ce que j'ai pu lire, mais bon voilà, on peut imaginer à d'autres endroits. Ça, ce sont des symptômes qui peuvent alerter sur le fait qu'on est atteint du Covid. Et donc, en fait, il faut consulter, il faut demander à son médecin, il faut, si on a des inquiétudes, il faut aussi ne pas hésiter à faire l'autotest, qui est un premier indicateur. J'ai essayé de vous partager quelque chose, si je l'ai. J'en profite pour vous dire que restez bien en ligne parce que là, on vous dresse un tableau général de, du Covid, mais très vite, on va parler de FSHD et de Covid avec les facteurs de risque, avec les facteurs de non-risque, etc., etc. Donc, mais on avait à cœur vraiment de vous mettre, de vous dresser un tableau de synthèse un peu de ce Covid avant de passer aux spécificités de la FSH et de ce virus. Vincent, je te laisse la parole. Ok, donc l'autotest que vous pouvez avoir sur le site maladie-coronavirus.fr. Est-ce que vous le voyez là sur l'écran, Ouais, les amis? ouais. Oui. Et donc, en fait, c'est un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer. Alors, ça ne donne pas un diagnostic, hein, mais ça vous dit, ça vous donne si est-ce que oui ou non, il faut que vous contactiez quelqu'un ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin sur le 15, etc. Donc voilà. Donc ce questionnaire, c'est un questionnaire qui est facile à remplir. On démarre le test, on remplit quelques informations, est-ce qu'on a eu de la fièvre, etc., etc. Et ça vous dit à la fin les préconisations qu'il faut avoir. Rester chez soi, contacter son médecin, etc., etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de le faire. Donc on a l'autotest hein, qui permet de voir si on a des symptômes qui peuvent correspondre à un Covid. Qu'est-ce que je voulais dire après ça sur l'autotest et le diagnostic? Oui, donc les symptômes, eh bien, ce qui est important derrière, oui, c'est que si on imagine qu'on a des symptômes, en tout cas, ou même si on a le Covid, parce que son médecin nous dit qu'on va rester chez soi, mais qu'on a le Covid, il y a des petites choses qui sont importantes à mesurer tous les jours quand on est dans cette période-là. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que quand on avait le Covid, souvent on fait une première semaine, hein, les 8 premiers jours qui sont douloureux, mais après on se remet un peu bien, et qu'au 14e jour, on a une rechute. Ça peut arriver, c'est des cas qui sont assez fréquemment décrits, c'est qu'au bout de 10-15 jours, on a une rechute, et donc on n'est pas tiré d'affaire pour autant. Donc il y a des constantes qu'il faut surveiller pendant tout le temps où on estime qu'on est malade, c'est-à-dire sa température 2 fois par jour, c'est des constantes de type fréquence respiratoire et fréquence cardiaque. C'est-à-dire fréquence respiratoire, c'est combien de fois est-ce que on se met allongé, par exemple, combien de fois est-ce qu'on la poitrine se soulève en 1 minute. Une fréquence respiratoire normale, c'est entre 15 et 20, on va dire. Voilà. Après quand on est habituellement, je suis pas médecin, donc peut-être que 20 pour vous c'est normal et que pour quelqu'un 15 c'est très fort, je sais pas. Et la fréquence cardiaque, donc voilà, c'est combien est-ce que son cœur bat, donc on peut mesurer ça avec son pouls et sa saturation en oxygène, qui permet de savoir si on a une bonne oxygénation de son corps. Donc voilà, si on a de la température, une faible oxygénation, donc une saturation d'oxygène faible et une fréquence cardiaque et une fréquence respiratoire très élevée, c'est des signes où on est un petit peu malade, même très malade. Voilà. Donc en fait, il faut avoir 2 outils chez soi qui permettent de faire ça rapidement. C'est un thermomètre et puis un oxymètre de pouls qui vous permet d'avoir votre fréquence cardiaque et votre saturation. C'est des indicateurs, hein, c'est pas de la médecine très lourde non plus, hein. Donc voilà. Euh, Ensuite, sur cette pathologie, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient nous rendre la vie difficile quand on l'avait, si on est passé sur des formes sévères, graves, voire très graves. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire que ce sont des pathologies annexes, des pathologies qu'on a déjà en soi et qui vont finalement aggraver, nos difficultés dans le cadre du Covid. C'est-à-dire qu'on sera plus malade du fait de ces comorbidités. Ces comorbidités sont très importantes, notamment pour les cas qui vont aller en réanimation.
parce que voilà, malheureusement, le taux de létalité donc de gens qui vont mourir, le taux de mortalité des patients en réanimation est plus important si on a des comorbidités. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une grande vigilance vis-à-vis du Covid et donc de respect des gestes barrières quand on a de la comorbidité. On y reviendra tout à l'heure, mais la FSHD n'est pas en soi une comorbidité. C'est important de le savoir, c'est qu'on n'a pas plus de risques en étant FSH à attraper le virus. On a plus de risques que ce soit grave si on a du diabète, si on a de l'obésité, si on a de l'hypertension artérielle, si on est immunodépressif, si on a un cancer, etc. Voilà, c'est ça, si on a des pathologies déjà pulmonaires, respiratoires, comme la mucoviscidose ou des insuffisances respiratoires. Tout ça, ce sont des facteurs de comorbidité qui vont aggraver la maladie Covid. Mais la FSH n'en est pas. Il n'est pas un facteur de comorbidité, en tout cas pas encore décrit. Donc une petite statistique, c'est que 67% des patients admis en réanimation avaient une comorbidité. 25% avaient un diabète, 21% une hypertension artérielle, 20% une maladie cardiaque, etc., etc. Et parmi ceux qui sont décédés, c'est ce que je disais, 84% avaient une comorbidité, une pathologie cardiaque, un diabète ou une pathologie pulmonaire. Donc, en premier lieu, ceux qui ont déjà aujourd'hui des comorbidités et qui sont en plus FSH, mais à la limite, peu importe, il faut qu'ils fassent extrêmement attention avec ce Covid. Ils seront probablement pas plus malades, enfin, ils n'ont pas plus de chances de l'avoir que les autres, mais s'ils l'ont, ce sera probablement plus grave. Voilà. C'est pas le début qui nous pénalise avec une comorbidité, c'est la fin, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, on en était à comment on est contaminé, comment ça se transmet, et depuis quelques jours apparaît, on entend beaucoup parler de quelque chose qui s'appelle le récepteur ACE2, qui serait, en tout cas qui est décrit comme tel aujourd'hui, la porte d'entrée du virus dans le corps humain. Donc en fait, sur nos cellules, on a ce récepteur, et c'est là-dessus que le virus il vient se coller pour infester les cellules et pouvoir se reproduire. Parce qu'un virus, pour se reproduire, doit rentrer dans les cellules. Et la porte d'entrée dans les cellules, c'est ce récepteur ACE2. Ce récepteur, il est présent sur beaucoup de nos cellules, le nez, le cœur, les poumons, enfin sur un paquet de tissus. On l'a en plus ou moins grand nombre. Ce récepteur est plus ou moins sensible. Ça dépend des individus. Voilà, il y a des gens qui en ont un peu moins, d'autres un peu plus, d'autres qui sont très sensibles, d'autres pas sensibles. Et ce récepteur, en fait, le Covid, enfin le virus, le SARS-CoV-2 vient se coller dessus et il rentre ça. Ce que les chercheurs émettent comme hypothèse aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'épithélium nasal, donc en fait la muqueuse du nez, aurait, comment dire, ce serait la porte d'entrée, aurait des récepteurs ACE2 plus sensibles et plus nombreux. Ce qui explique pourquoi est-ce que le virus, on l'attrape par le nez, par exemple, ou par la gorge, mais beaucoup par le nez. Donc en fait, nos récepteurs ECE2 dans le nez seraient plus sensibles, peut-être plus nombreux, plus sensibles que dans d'autres tissus, et donc c'est par là que rentrerait le Covid. Donc, on va un peu retirer la même chose. Se protéger, le nez et la bouche devient encore plus important, parce que si c'est par là que le virus rentre, et si c'est à travers les cellules qui sont plus réceptives du nez et de la bouche qui rentrent, à ce moment-là, se protéger le nez et la bouche devient la première des barrières efficaces pour se protéger du virus. C'est-à-dire, moins on en fait rentrer, moins on a de chances déjà, il sera moins nombreux à rentrer, et moins on a de chances d'être contaminé. Voilà. Et toujours pour parler de cette ACE2, il n'y a pas très longtemps est apparu le fait qu'on s'est rendu compte, en tout cas les chercheurs et les médecins essentiellement se sont rendus compte que le pourcentage de fumeurs dans la population des gens qui étaient admis à l'hôpital pour Covid-19 était inférieur au pourcentage de fumeurs dans la population générale, ce qui logiquement n'est pas normal. On devrait avoir à peu près autant de malades fumeurs que de fumeurs bien portants. La même proportion, en tout cas, dans les deux populations. Et là, les médecins se sont rendus compte qu'il y avait moins de fumeurs. Et donc, en fait, la chose qui est en cours d'analyse, c'est que potentiellement,
je ne parle pas de tabac, mais la nicotine qui est contenue dans le tabac, la nicotine viendrait modifier ce récepteur ACE2. Et donc, en fait, le virus rentrerait moins, ne pourrait plus rentrer parce qu'il aurait plus la bonne clé pour ouvrir la serrure qui aurait été changée, pour faire simple. Donc, la nicotine changerait la serrure et donc le virus ne pourrait plus y rentrer. C'est une explication. C'est en cours d'analyse, de recherche et de comparaison. Je fais comme tout le monde, parce que moi-même ancien fumeur, j'attire votre attention sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il faut aller fumer des cigarettes. Et parce que pour le coup, le contre-coup, c'est que les fumeurs qui se retrouvent en réanimation, ils ont moins de chances que les autres. Parce que grosso modo, ils ont les poumons qui sont un peu plus altérés et les voies respiratoires qui sont plus altérées. Donc, si la nicotine protège de l'entrée du virus, être fumeur ne protège pas d'une issue dramatique. Voilà. Mais du Par coup, tu vas ailleurs, nous faire, Vincent, un petit point sur les essais avec cet ACE2 parce qu'on en parle beaucoup. ah, non. D'essais cliniques à droite à gauche, même de vaccins. Tu as des éléments clés peut-être à nous Alors, ouais, communiquer les pistes là-dessus? thérapeutiques. Alors, encore une fois, il y en a tellement. Il y a le site, un site américain, mais qui est international finalement, qui s'appelle Clinical Trials, en fait, .gouv. Ce site recense tous les essais cliniques sur n'importe quelle maladie ou n'importe quel médicament dans le monde, enfin, tous ceux qui les déclarent en tout cas. Donc, c'est une bonne base de documentaire pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde sur les essais thérapeutiques ou cliniques. Par exemple, l'essai clinique sur l'osmapimode qu'on connaît bien pour la FSH est référencé sur ce site des essais cliniques. À ce jour, il y a environ 1000 essais cliniques c'est énorme, hein, en 3 mois, en 4 mois, quoi. Il y a à peu près 1000 essais cliniques qui sont lancés pour le Covid. Soit pour trouver un vaccin, trouver des médicaments pour soigner l'inflammation, enfin, pour tous des essais qui s'adressent à chacune des étapes importantes de cette maladie. Parce que oui, ce que j'ai un petit peu oublié de dire juste avant, c'est que les gens qui vont en réanimation, c'est-à-dire ceux qui passent de l'état de soins intensifs, où on a des problèmes respiratoires, ce que les médecins ont beaucoup décrit, c'est qu'on avait une aggravation des symptômes très rapide. C'est-à-dire qu'on passait d'une assistance respiratoire légère à un besoin d'intubation en quelques heures parfois. Et ça, en fait, c'est dû à ce que les médecins décrivent comme l'orage cytokinique. C'est-à-dire que finalement, notre organisme semble bien lutter contre le Covid, mais pour certaines personnes, il lutte trop bien. Et donc finalement, on a une réaction immunitaire surdimensionnée par rapport à l'infection qu'on a. Et c'est cette suractivité de notre défense immunitaire qui entraîne les difficultés respiratoires et le fait de devoir aller en réanimation. Donc, ce n'est pas forcément le Covid en lui-même, c'est la réaction à ce Covid qui fait que. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a différentes étapes. On peut empêcher le virus de rentrer, on peut réduire la charge virale, on peut traiter la charge virale, on peut stimuler les défenses immunitaires pour lutter contre cette charge virale. Et aussi, il y a des essais qui sont faits pour limiter la réaction inflammatoire de ce fameux orage cytokinique. Voilà. Donc, grosso modo, il y a à peu près 1000 essais qui sont en cours dans le monde. Le vaccin, il y a quelques dizaines d'essais qui sont en ce moment en cours sur l'homme, même s'il y en a plus, qu'il y a plus d'équipes qui développent des vaccins, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'équipes qui commencent déjà des tests sur l'homme, notamment un, quand j'ai entendu parler ça hier soir, à Oxford, ou à l'université d'Oxford en Angleterre, où ils ont des bons espoirs. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui on dit qu'on est en train de tester un vaccin qu'on l'aura dans 3 mois. Un vaccin, grosso modo, c'est un an et demi. Donc le vaccin, si jamais on l'a, parce que jusqu'à présent, on a connu plusieurs Covid, plusieurs SARS, plusieurs coronavirus en tout cas, on n'a aucun vaccin aujourd'hui sur aucun des coronavirus existants. Donc peut-être que celui-ci échappera à la règle ou pas. Ce qui signifie qu'au final, si on devait avoir un vaccin, eh bien, ce ne serait pas avant 2021. Alors, plutôt, ça paraît, enfin, tout le monde, moi, je n'y connais rien, hein, mais tout le monde s'accorde à dire que ça paraît impossible d'avoir un vaccin avant un an. Voilà. Tu connais Même les rien, plus tu connais optimistes. rien. Tu connais sûrement plus que moi Oui, mais ce que je veux et dire par là, d'autres c'est disent que que si ça ça allait arrive là. dans 6 mois, je veux juste qu'on vienne pas me dire que j'avais dit que c'était dans un an.
Oui, oui, non, non, bien Voilà. sûr. Euh, Est-ce que Vincent, on peut passer au cœur du sujet? Je vois l'heure qui avance un petit peu. Est-ce qu'on peut passer au cœur du sujet et parler un peu de myopathie FSH ok. et de coronavirus? Parce que on a eu des discussions très intéressantes avec médecins et chercheurs. Je les recite au passage parce que le live a été coupé tout à l'heure. Un énorme merci, si vous pouvez applaudir chez vous, un énorme merci au docteur Portet et au professeur Laouch de Montpellier, au professeur Sacconi de l'Université de Nice, au professeur Laforêt du CHU de Garches, au docteur Maëva Ferrari de Paris, au docteur Alexandra Tassin et au professeur Langrand de l'Université de Mons. Et j'en oublie sûrement, et aussi des amitiés très chaleureuses à Carmen et Marie-Martine du groupe d'intérêt FSH qui nous ont aussi bien aidés pour bien comprendre tout ça. Euh, on reviendra, Sandrine, on reviendra aux questions un tout petit peu plus tard, parce que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Quid de la myopathie FSH et du coronavirus? Alors, Vincent le disait tout à l'heure, juste, j'interviens et je te laisse la parole très longuement, Vincent, derrière, bon, mais tu le disais et je pense qu'il faut le répéter, c'est que les facteurs de risque à la contamination, il n'y en a pas plus que d'autres quand on est FSH. non. C'est-à-dire qu'on peut être contaminé euh, statistiquement de la même manière que quelqu'un d'autre. En revanche, et on en parlera, il y a des petits facteurs de risque FSH, liés à FSH, dans l'évolution de la prise en charge, notamment quand ça devient plus grave. Et on y reviendra après. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est aujourd'hui, il est plus grave, entre guillemets, de se balader le bec à l'air et être diabétique ou obèse ou en hypertension artérielle que d'avoir la FSH et de se balader bien protégé. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête en termes de contamination. Et donc, c'est important de le dire, et la majorité des médecins nous l'ont dit, c'est qu'on n'a pas de risque lié à FSH pour être contaminé. En revanche, et notamment sur l'atteinte respiratoire, c'est-à-dire qu'on sait que certains myopathes FSH ont une atteinte respiratoire. Cette atteinte respiratoire, qui est liée à une faiblesse des muscles respiratoires, ne va pas entraîner un risque de contamination plus forte. En revanche, il va entraîner euh, une prise en charge plus compliquée si le Covid pour cette personne était amené à être grave ou très grave. On en reparlera. Voilà, Vincent, je te laisse la parole et puis Oui, on c'est en ça. discute. En fait, tu as bien résumé. C'est vrai que tu as raison. Je le sais aussi, hein, quand je parle de trop. Donc, en tant qu'FSH, on n'a pas plus de risque d'être infecté que n'importe qui d'autre. C'est pas un facteur aggravant sur le fait d'être infecté. Ensuite, si on est infecté, est-ce qu'en tant qu'FSH, on fera des symptômes plus graves? Là, c'est pareil. On fera pas des symptômes plus graves parce qu'on est FSH. On fera un symptôme plus grave parce qu'on est soi et qu'on est peut-être plus sensible et plus réceptif. Mais peut-être mes deux FSH feront peut-être des symptômes très différents et pourtant ils ont la FSH. La FSH n'est pas un facteur discriminant important sur ce Covid. En tout cas, il est pas répertorié comme tel. En revanche, là où, comme le disait Pierre, il faut faire un petit peu attention, c'est sur cette respiration. Parce qu'en fait, finalement, le Covid, on se rend compte qu'il atteint rapidement les voies respiratoires et qu'on peut se retrouver à être encombré, même si on ne fait pas une forme grave, mais qu'on fait une forme sévère ou moyenne, c'est-à-dire une grosse grippe. On peut être encombré, c'est quelque chose qui dure un peu longtemps, et que comme on peut avoir des faiblesses à l'expectoration, c'est-à-dire du fait qu'on a peu d'abdos ou pour certains, un diaphragme un peu atteint, mais c'est pas une grande majorité des. Enfin, le diaphragme, en tout cas, c'est rare chez les FSH, mais ça peut arriver. Alors ça, On peut juste avoir. Vincent, ça, Oui, on le repère avec un indicateur qui s'appelle capacité vitale quand on fait des explorations EFR. C'est-à-dire si vous êtes passé un jour chez un pneumologue ou chez quelqu'un qui vous avait soufflé dans des tubes, etc., vous repérez cette petite atteinte respiratoire
avec l'indicateur qui s'appelle capacité vitale, qui est généralement exprimé en pourcentage. Et, et si vous avez un pourcentage qui est en dessous de 80-90%, bah, vous êtes considéré en atteinte respiratoire. Je vais juste rajouter une chose, Vincent, excuse-moi, c'est que il y a aussi, et le professeur Sacconi nous le disait, l'atteinte comment dire, l'avalement des aliments, des fois, est rendu difficile par l'atteinte des muscles, la dysphagie, je crois, ou en tout cas, nous avons difficulté de déglutition ou d'avalement, et ça provoque des fois des bronchites ou des petites pneumopathies. C'est vrai que ça peut être un facteur aggravant de l'évolution de la maladie une fois contaminée. Oui, dans la difficulté effectivement à respirer, donc c'est les muscles du pharynx, de la gorge, qui permettent de respirer, d'avoir la gorge qui reste bien ouverte, etc. Donc oui, ça fait partie des faiblesses qui finalement sont un facteur aggravant, enfin une difficulté en plus dans ce Covid. Mais a priori, comme ça, la FSH n'est pas une difficulté en plus dans le Covid, pour avoir un Covid grave. Et donc, en fait, la seule chose ce qu'il faut retenir quand on a une atteinte moyenne, c'est qu'effectivement, si on a des difficultés à tousser ou à se désencombrer, puisque finalement, c'est un des symptômes principaux du Covid, bah, peut-être aller voir son kiné pour faire des exercices de respiration et d'assistance au désencombrement, voilà, qui serait rendu plus difficile parce que notre musculature d'expectoration est un peu faiblarde. Et dans ce Voilà. confinement, si le kiné n'est pas accessible, sachez que depuis quelques jours, la téléconsultation avec le kiné est rendue possible. Donc, il peut vous orienter vers des techniques respiratoires qui vont vous permettre de libérer un petit peu plus les bronches si vous êtes, si vous sentez que vous êtes un peu pris, pas forcément atteint par le Covid, évidemment. Et puis, vous trouvez aussi des vidéos très intéressantes sur les portails YouTube ou un peu plus médical, Passeport Santé, etc., qui permettent de faire 3-4 séries respiratoires pour désencombrer un petit peu les bronches. Faut l'avoir en tête parce que c'est vrai que pendant cette période de confinement, on a du mal à savoir comment s'y prendre pour quand même être dans des bons usages de notre corps et de nos atteintes. Donc voilà, n'oubliez pas téléconsultation médicale, téléconsultation kiné et petites vidéos à droite à gauche. On va éditer un document derrière. Vincent, avec ton accord, on publiera quelques vidéos pour qu'on puisse avoir vraiment en tête les 2-3 systèmes respiratoires qui peuvent être intéressants pour désengorger, désencombrer. Et puis voilà, et puis de toute manière, évidemment, à la lecture et à l'observation des symptômes que Vincent vous a cité tout à l'heure, téléconsultation médicale, si ça s'aggrave le 15, et voilà, évidemment. Et pour continuer sur les formes qui vont être graves, finalement, c'est quelque part, est-ce que être FSH implique qu'on aura une forme plus grave que d'autres? Non. Être FSH ne va pas nous faire avoir une forme plus grave. En revanche, là où il faut avoir un point de vigilance, qu'on disait tout à l'heure, c'est que du fait de notre faiblesse musculaire et du fait que si jamais on devait faire une forme grave, alors quand on dit grave ou très grave, c'est de la réanimation. Grave, ça va être des soins intensifs. On va rester sous assistance respiratoire un peu légère, mais sans intubation, mais allongé pendant très longtemps. Donc et la réanimation, c'est qu'on va être dans le coma allongé pendant, allez, aujourd'hui, c'est à peu près 3 semaines, la durée moyenne d'un patient en réanimation pour cause de Covid. Donc, pendant le coma, on ne pourra plus bouger. Donc, en fait, ce qu'on voit après avec les témoignages, c'est que ces longues durées, surtout en réanimation, c'est que les gens ils perdent grosso modo entre 10 et 15 kilos. Alors, ça peut faire 10 ou 15% de leur masse corporelle, quoi. Voilà, voire plus. Et que la première chose qu'on perd quand on est alité et allongé, c'est du muscle. Or, on sait très bien chez nous que le muscle, c'est pas la chose qu'on a le plus en forme, ni
en plus grande quantité. Donc en fait, c'est à la lumière de ces cas difficiles et compliqués, voire graves, qu'il faut analyser la manière dont on doit se prémunir. Avoir la grippe, c'est pas grave. Mais si on doit passer en stade grave, ça veut pas dire qu'il faut avoir une psychose, hein, attention. Il faut juste dire qu'on peut pas être, on sera jamais un patient normal quand on sera en phase grave, puisqu'en fait, on pourra en sortir comme tout le monde. On n'a pas plus de chances d'y rester que les autres. Au contraire, peut-être même, on a peut-être moins de chance, je sais pas. Je suis pas armé pour vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on s'en sera sorti, eh bien, notre convalescence sera probablement plus difficile que d'autres du fait que nos muscles n'auront pas marché pendant très longtemps et qu'on sait quand on arrive à les faire marcher, c'est déjà compliqué de les entretenir. Alors, quand ils n'ont pas marché, c'est là que la difficulté va arriver pour nous. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est Le cet sujet de après qui sera la, compliqué. le sujet de la réanimation, il a été très, très important dans les échanges qu'on a eus avec, avec les médecins et les chercheurs. Et c'est vrai que le premier constat, c'est de dire qu'un FSH qui passe en réanimation, sa rééducation va être extrêmement longue dans la mesure où il peut perdre 10, 20, 30, 40% de sa capacité musculaire. Mais La juste, réanimation, pardon, important à dire, c'est que aujourd'hui, c'est important de le savoir, c'est parce que c'est pas parce que ce sera compliqué après que les médecins vont se dire c'est pas la peine d'y aller. Il y a c'est aucune, exactement. voilà, il y a pas d'ordre, il n'y a pas de directive pour aucun malade en France qui, alors sous critères d'âge, etc., mais qui sont des réflexions ou des questionnements habituels de tous les services de réanimation. Mais en tant Absolument. qu'FSH, on n'est pas sur une liste qui dit bah lui on va pas l'envoyer parce qu'on sait que ça sera compliqué pour lui derrière. C'est faux ça. Absolument. Mais il y a un point important à souligner, Vincent, c'est que effectivement, il va être logé à la même enseigne, ce patient FSH. Éventuellement, l'âge ou les comorbidités autres Voilà. peuvent être discutés collégialement, mais il apparaît quand même comme un patient extraordinaire. Un réanimateur, il ne voit pas des malades rares tous les 4 matins. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit, notamment si on habite dans des lieux densément infectés, si j'ose dire. C'est que d'où l'intérêt de produire les documents dont on va vous parler tout à l'heure, les documents d'urgence dont on va vous parler tout à l'heure. Mais notre profil est quand même assez atypique pour un réanimateur et il faut l'avoir en tête dans notre parcours de santé. Donc, il va falloir se munir de documents particuliers. Il va falloir euh, noter sur ces documents le, euh, les coordonnées du médecin de référence, du neurologue de référence, qui peut intervenir auprès d'une réanimateur très, très rapidement. En tout cas, euh, si les réanimations sont saturées, euh, le profil extraordinaire du FSH sera quand même un peu problématique parce qu'il y aura un peu plus de temps à passer. Est-ce qu'on peut Mais l'intuber? Est-ce qu'on ne peut pas l'intuber? sans doute, mais probablement pas Est-ce plus que qu'on si peut que faire lorsqu'il y a un ci? Est-ce qu'on accident peut sur la faire voie. ça? Comment il va réagir si je lui mets ci, si je lui mets ça? Donc, tous ces éléments, c'est bien s'ils sont consignés dans les documents d'urgence Oui. dont on va vous parler. Alors pour finir sur, pas pour finir, non, on va continuer un petit peu, mais pour finir sur nous FSH et le Covid. C'est une thématique avec Pierre dès qu'on a discuté de ce qu'on allait vous présenter. Euh, on est comment dire, on n'est pas la voix de son maître, mais on est quand même, on est sérieux et on veut protéger les gens et se protéger soi en premier. Donc en fait, à 1000%, respecter les gestes barrières. Ils sont pas très compliqués, c'est se laver régulièrement les mains, solution hydroalcoolique ou bien du savon, etc. Pourquoi du savon? Parce que avec du savon avec de la mousse, si possible, parce que la mousse, en fait, elle vient casser l'enveloppe de protéines autour du virus. Et s'il appuie cette enveloppe de protéines, un, il peut pas se coller, et deux, il meurt. Voilà. D'où il faut se laver longuement les mains, 20-30 secondes, voilà. Bien se laver, etc.
Il faut ne pas toucher des surfaces contact inutilement. En fait, il y a ça. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme geste barrière? Je ne me rappelle même plus tellement il y en a. Il en faut plein. Je te garde 10 secondes, comme ça tu vas t'en souvenir. Juste pour amplifier le discours de Vincent, je vous disais en introduction qu'on avait eu régulièrement au téléphone professeurs, médecins, chercheurs. Tous sont totalement d'accord pour dire que on ne connaît pas grand-chose à ce virus, mais si on connaît un truc, c'est sa contagion. Et ça va à une vitesse qui est à peine mesurable. Et ce qu'on sait encore plus, c'est que pour lutter contre cette contagion, il y a des outils qui sont efficaces. Et se laver les mains, mettre un masque, savoir mettre un masque, ou encore la distanciation sociale, ce sont des outils pertinents et profitables. Et je ne le dis pas en mon nom, je le dis au nom des médecins et chercheurs que j'ai eus au téléphone. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête, notamment quand on est handicapé comme nous, plus ou moins lourdement, parce qu'il y a des petits ajustements à faire dans ces gestes barrières. Mais vraiment, si vous pouvez retenir une chose de cette conférence, c'est les gestes barrières. Mais il y a encore des choses importantes qui vont venir. Et la Vincent, distanciation sociale. ouais, et la Je continue. distanciation sociale. Donc ça, il faut le faire, mais de manière, c'est comme se lever le matin, c'est comme respirer. Ça doit devenir une mécanique pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, jusqu'à ce qu'il y ait une solution ou plusieurs solutions efficaces pour soit empêcher que le virus rentre chez nous, soit pour tuer le virus quand il est chez nous, soit des bonnes solutions pour nous prendre en charge très vite quand on est en réanimation, etc. Enfin, bref, ou un vaccin, dans le meilleur des cas, s'il arrive un jour. Toujours est-il que tant que ce virus il va traîner chez nous et qu'on n'a pas de médicaments efficaces pour traiter l'une ou l'autre des étapes de sa progression, il va falloir qu'on ait ça à l'esprit. Alors ça peut être contraignant, c'est embêtant, c'est ça, mais grosso modo, il reste pas grand-chose d'autre pour nous protéger. Et la distanciation sociale, on le voit bien, ça marche, puisqu'en fait, quand on est confiné chez nous et qu'on est mécaniquement distendu des autres, eh bien, on voit que la propagation du virus se ralentit. Et on va voir qu'avec le déconfinement, la propagation du virus va s'accélérer. C'est mécanique, on va multiplier les contacts, donc on va multiplier les opportunités de se le passer de l'un à l'autre. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, donc on ne les voit pas. On ne saura pas s'ils ne vont pas éternuer devant nous, on ne va pas se dire « Ah, lui, je ne vais pas le toucher », non, on va lui serrer la main, alors que potentiellement, il est porteur d'un virus. On lui aura peut-être touché quelque chose qui était porteur de virus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vincent, je vois sur ton document la distanciation sociale. C'est sur le site quand on est en fauteuil gouvernement. roulant, alors, juste oui. Ça se passe comment la distanciation sociale? Quand on mesure 1,10 m comme un enfant, comment ça se passe la distanciation sociale? Tu fais bien de me lancer sur. J'ai inventé un concept qui a plu à Pierre, et donc je vais vous en faire part. C'est très bête. Hein. La fausse question. La fausse question. J'ai inventé le concept, alors je ne sais pas si je l'ai inventé, en tout cas je le verbalise comme ça. Moi, j'ai inventé la conscientisation de nos gestes. C'est-à-dire que, et je le pratique moi tous les jours. Quand je sors tous les jours, quand je sors pour aller au magasin, etc., je fais extrêmement attention, je suis très vigilant. Alors, c'est une obsession et c'en est pas une, c'est devenu une routine, mais c'est vrai que je n'ai pas de psychose vis-à-vis de ça, mais j'y fais très attention. Je fais attention à tout ce que je touche. Pourquoi je fais ça? Alors, d'abord, parce que moi, quand je me promène dehors, je suis en fauteuil roulant, mais si on prend la population FSH, on est très nombreux à avoir des difficultés de marche, perte d'équilibre, à devoir se promener parfois comme Spider-Man en touchant à droite, à gauche pour rectifier son équilibre. Ça, quand on le faisait avant, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, on va potentiellement avoir à toucher des surfaces qui sont contaminées. Donc, ça devient un plus grand problème. Ensuite, on peut aussi, en tant que FSH en l'occurrence, mais on peut aussi avoir besoin d'une assistance d'une tierce personne parce qu'on s'est gaufré par terre et qu'on a besoin d'être relevé. Ou alors des gens spontanément viennent nous prêter assistance sans qu'on leur ait demandé, mais ils vont se précipiter sur vous pour venir vous tripoter ou toucher quelque chose qui est en rapport avec vous. Et bah, ça, il va falloir y faire attention. Donc quand je parle de conscientisation, c'est d'avoir une sorte de radar qui va vous dire, et de l'avoir en éveil quand on est dehors, qu'est-ce que je touche,
qui me touche, quelles sont les interactions que j'ai avec machin et avec bidule, pour savoir si oui, je les accepte ou si je les accepte selon certaines conditions, lavage de main, distanciation, non, j'en ai pas besoin, enfin voilà. En tout cas, si on me touche, il va falloir que j'ai à l'esprit qu'il va peut-être falloir que je me touche, que je me lave les mains avant de me toucher le visage, etc. Et, et je m'en suis rendu compte l'autre jour, c'est ça que ça m'est venu à l'idée, c'est que quand on est en fauteuil, on est forcément, le virus, quand on se parle vis-à-vis, on est à la même hauteur, et donc le virus, hein, si on se transmet des gouttelettes, ben les gouttelettes, si on est à 1 mètre, elles vont tomber. C'est la loi de la physique, c'est la gravité. Elles vont tomber au sol, peut-être avant qu'elles arrivent sur vous, sauf si on vous crache dessus, bien sûr. Mais bon, on imagine que les gens ne vous crachent pas dessus, et donc les gouttelettes, elles vont tomber. Mais si on est en fauteuil, on est plus bas que les gens qui vont vous parler. Et donc, si elles tombent, et ben finalement, vous êtes sous la douche. Donc, peut-être que quand on est en fauteuil, je ne sais pas si c'est la réalité, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, il va peut-être falloir augmenter les distances de sécurité avec les gens qui vont venir vous parler pour éviter justement cette douche de postillon et cette douche potentielle de Covid. C'est ça qu'il va falloir inventer et avoir à l'esprit régulièrement quand on est au contact des autres. Ne pas accepter que quelqu'un vienne à moins d'1 mètre de vous quand vous êtes en fauteuil ou quand vous êtes avec vos béquilles, quand vous êtes assis. Parce que bah, on ne sait pas où il a traîné cette personne s'il n'est pas de son foyer. Tout ça. Donc c'est ça Et que un j'ai mètre, c'est appelé. vraiment le minimum du Oui, quand minimum. je dis 1 mètre, c'est 1,50 m. Ouais. Voilà, pour moi, On est plus bas, donc Mais oui. Mais même en tant que moi debout aujourd'hui, j'aurais du mal à voir quelqu'un à moins d'1,50 m de moi, quelqu'un que je ne connais pas, dans un environnement public. C'est ça que j'appelle la conscientisation de nos gestes, c'est-à-dire avoir à l'esprit que on est maintenant dans un contexte différent et que quand on est au milieu des gens, au milieu de surfaces qui ont été touchées par des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu parce que ça aura été touché 10 minutes avant votre passage et qu'on ne sait pas qui les a touchés, on ne sait pas si c'est désinfecté. Il va falloir, encore une fois, sans psychose, mais juste avoir à l'esprit que, bon, bah là, si j'ai touché ça, bah, il va falloir que je me lave les mains avant de me toucher le visage. Il va falloir que j'évite peut-être d'aller respirer au milieu de mes amis qui font un barbecue, qui sont très contents de se retrouver et qui vont se toucher les uns les autres. Bah non, il va falloir y penser et être très vigilant à ça, extrêmement vigilant à ça. et malgré la difficulté du geste d'après, c'est-à-dire que bah voilà, on a pour les plus atteints d'entre nous, la marche et les membres supérieurs sont difficilement actionnables entre guillemets, et c'est vrai qu'un lavage de main pendant 30 secondes, que d'une solution hydraulique à frictionner sur les mains, là aussi pendant 25, 30, 35 secondes, c'est pas facile, Mm. mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est ça qui protège. C'est la conscientisation, comme dit Vincent, de l'environnement et de l'usage adapté à l'environnement, malgré la difficulté et la contrainte que pourraient induire ces interactions. Moi, Et surtout, je suis bien placé pour le dire. J'ai beaucoup de mal à me servir de mes bras et même de mes mains et de mes doigts. Mais quand je sens un risque, ou en tout cas quand j'ai même un doute, je passe du temps et surtout de l'énergie à me frotter les mains, même pendant 30 ou 35 secondes. Et c'est pas facile, mais c'est vraiment la condition sine qua non à la protection de chacun euh, dès lors qu'il y a eu contact, soit direct, soit indirect. oui, et surtout, tout à l'heure, je suis arrivé avec mon masque juste pour montrer qu'il était beau, parce que j'ai touché des beaux masques, mais aussi pour montrer que quand on est FSH, respecter les règles de retrait du masque C'est hyper dur. contaminé va être très très compliqué, voire quasi impossible. On va se toucher le machin, le visage, enfin bref, ça va être très très folklorique. Mais c'est pas parce que ça va être difficile de respecter cette partie-là de la protection qu'il faut pas, au contraire, surinvestir peut-être sur la partie en amont et en aval, c'est-à-dire bien se désinfecter les mains, ne pas, une fois qu'on aura touché, éviter peut-être de respirer pendant quelques secondes avant de se retoucher les mains, enfin je sais pas, peut-être inventer des choses qui vont limiter cette infection ou cette contamination
et ne pas dire, puisque je ne peux pas enlever mon masque comme on me dit qu'il faut que je l'enlève, à ce moment-là, j'en ai rien à faire et je fais n'importe quoi. Non, au contraire, c'est Exactement. en faire encore mieux avant et mieux après, parce qu'on sait qu'au milieu, on a un trou noir et que ce trou noir, c'est pas mal de le limiter dans son diamètre, quoi. Si c'est juste un point, c'est pas grave. Et si on fait n'importe quoi avant et n'importe quoi après, le trou noir, alors, c'est même pas la peine d'en parler. C'est Et une la porte béante. condition pour le masque, on le rappelle, FSH ou pas, c'est de limiter quasiment euh, totalement le fait de toucher le masque avec ses doigts à la mise du masque et à l'enlèvement du masque. Surtout à Ou l'enlèvement, parce alors, qu'il va être surtout à l'enlèvement, normalement contaminé par. Voilà. ou alors très bien se frictionner les mains Mm. à l'enlèvement. Mais bon, après, on le sait, c'est pas toujours évident. Quand on est à l'extérieur, quand on sent un petit risque et qu'il faut enlever le masque ou je ne sais quoi, ça sera peut-être pas forcément évident une fois que Évidemment. le déconfinement va arriver, ou en tout cas une fois qu'on aura euh, la possibilité de sortir plus facilement. Mais en fait, pour moi, cette attention portée à nos gestes et à ce qu'on veut faire, mais après, au début, ça peut être un peu contraignant, mais je pense que rapidement, ça va devenir une sorte de seconde peau, une seconde nature, une manière de se protéger. De la même manière que quand on est FSH et qu'on a des problèmes d'équilibre, eh ben, on a appris à se mettre en protection de situations, on les voit venir, les situations où on va être en difficulté. Mais là, ça va être pareil, il va falloir apprendre Mm. ça parce que c'est la seule, aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pendant les mois qui viennent. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'un vaccin il sera valable en 2021? Oui, sans doute. Peut-être que la souche aura évolué, mais il y aura, s'il y a un vaccin, il évoluera au fur et à mesure du temps. Bref, parenthèse terminée. Et Mais c'est important de le signaler aussi, Vincent, parce que cet effort qu'on va tous faire avec les gestes barrières, la distanciation sociale, etc., c'est des gestes qui vont nous servir pour après. oui, Parce que moi, le premier, j'étais pas du tout très efficace sur ces gestes et sur ces usages euh, de, pendant l'épidémie, avant l'épidémie, pardon. Et pour en avoir discuté là aussi avec certains médecins, et notamment médecins généralistes, ils me disaient, mais tu te rends pas compte avec le confinement et les gestes barrières et la distanciation sociale, je n'ai plus de travail. Enfin, je n'ai plus beaucoup de travail, c'est-à-dire que les gastro, les grippettes, toutes les maladies virales qui se transmettent plutôt facilement, depuis le mi-mars, eh ben, j'en ai quasiment plus. Ça veut dire que ces protections, elles sont réellement efficaces. Et si on les accueille aujourd'hui, si on les acquiert aujourd'hui, et comme dit Vincent, si on les conscientise, c'est des choses qui vont nous servir pendant le confinement, mais aussi après, parce qu'on aura cette habitude-là et on aura engagé plein de contraintes, plein d'énergie pour les faire correctement, malgré notre handicap et nos impossibilités. Donc vraiment, euh, ça peut nous servir pendant cette période-là, mais ça pourra aussi nous servir drôlement après. Et, euh, et je vois l'heure qui passe, Vincent, je pense qu'il faut qu'on parle du oui, déconfinement. tout à fait. Le Je pense déconfinement. qu'il faut qu'on parle du déconfinement et, et les médecins et les chercheurs nous ont quand même alertés, parce que le président de la République et son gouvernement, ou en tout cas et son Premier ministre, ont rappelé dès le début la situation des personnes à risque. Mais depuis ce début, force est de constater que les personnes à risque, on n'en parle plus beaucoup, 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 beaucoup. Euh, En tout cas, beaucoup moins. Euh, et nos médecins et chercheurs, s'ils sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de facteur de risque à la contamination, sont quand même d'accord pour dire que les cas les plus fragiles, comme moi, euh, eh bien, le déconfinement avec des pincettes. Parce que, comme l'a dit Vincent, il y a quand même des risques, certains risques à la prise en charge, et il serait quand même assez stupide de se mettre dans ces situations si on peut respecter une forme de confinement ou en tout cas de déconfinement allégé. Et le mot et leur avis est beaucoup plus important quant au cas infantile, c'est-à-dire les enfants FSH
bien atteints ont généralement quelques atteintes respiratoires. Et donc, inutile de s'embourber dans un déconfinement quasi total du jour au lendemain dans ces situations pathologiques-là. Et là, je rappelle quasiment la totalité des médecins qu'on a pu avoir au téléphone. Les cas très fragiles, les cas infantiles bien atteints, dans la mesure du possible, c'est-à-dire psychologiquement, financièrement, etc., on reste confiné, on reste bien confiné, et en tout cas, quand on sort, on est complètement armé pour pouvoir gérer une protection optimale. Donc, le déconfinement des personnes à risque comme les FSH, son premier constat concerne les personnes les plus fragiles et les cas infantiles. Ensuite, pour les cas moins atteints, et surtout qui n'ont pas les comorbidités précitées, c'est-à-dire pas de diabète, pas d'obésité, pas d'hypertension artérielle, avec un âge qui n'excède pas 70 ans, là, on peut envisager un déconfinement partiel, raisonné et protecteur, mais avec des sérieuses garanties à la protection, aux gestes barrières, à la distanciation sociale, au port du masque, avec une absence de transport en commun collectif densément peuplé, donc avec quand même une série de contraintes importantes. De leur point de vue, qu'on vous répète aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, les FSH moins atteints, le déconfinement est évidemment envisageable avec certaines contraintes et quand même certaines règles. Et Vincent, tu veux dire un truc? Non, je respirais. Vas-y. D'accord. Et ensuite, il y a la question il y a les questions sous-jacentes du déconfinement. C'est-à-dire qu'il y a les questions psychologiques, il y a les questions financières, il y a les questions logistiques, il y a les questions administratives, il y a les questions de reprise d'embauche, etc., qu'il ne faut pas du tout négliger dans le déconfinement pour celles et ceux qui pourraient se déconfiner raisonnablement et avec toute la protection nécessaire. C'est sûr que de rester seul pendant 6 semaines, ça doit être très dur, très très dur, et que par moment, le besoin de sortir, même succinctement, doit être très important. Et il est important d'avoir en tête que sortir un petit peu, c'est possible. Qu'il y a des mesures de protection qui sont valables, mais que sortir un petit peu quand on a quand on a un coup de mou parce qu'on n'a pas vu grand monde pendant 6 semaines, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et là, en l'occurrence, il ne faut pas s'empêcher de se faire une petite sortie qui va nous faire du bien juste parce qu'on va croiser directement les rayons du soleil ou parce qu'on va voir la vie qui tourne même de loin. En revanche, il faut là se prémunir complètement. On a les outils, on les connaît, distanciation sociale, gestes barrières, port du masque, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les médecins que l'on a eu au téléphone nous ont dit qu'il ne fallait pas minimiser le risque psychologique que le confinement induit et que de ce fait, il est aussi possible d'envisager pour ces personnes-là, même très atteintes, un déconfinement minuscule, un déconfinement adapté et microscopique. Donc, il faut vraiment avoir en tête cette atteinte psychologique du confinement qui peut là aussi se limiter avec un déconfinement bien maîtrisé. Ensuite, il y a la question du déconfinement parce qu'il
il faut retourner travailler, parce qu'il faut que les enfants retournent à l'école. Notre pathologie, la myopathie facio-scapulo-humérale, en France, elle rentre dans les ALD, c'est-à-dire les affections longue durée. C'est un protocole de la sécurité sociale qui permet de reconnaître comme ça les pathologies chroniques et invalidantes. Un grand groupe de maladies neuromusculaires et associées concerne l'ALD de type 9. Cette ALD de type 9, elle permet aujourd'hui de déclarer, de s'autodéclarer en congé maladie sur le site de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur le site Amélie. Et ce service, sauf erreur de ma part, est accessible sur déclare.amélie.fr. Donc, une bonne partie d'entre nous qui dispose de cette ALD et de cette ALD de catégorie 9 peut envisager dès le 11 mai un congé maladie justifié grâce à une procédure sur Internet. Aujourd'hui, cette procédure, sauf erreur de ma part, elle est rendue possible jusqu'au 1er juin, je crois, Vincent, c'est ça? Oui, ça va être ça, jusqu'à fin mai en tout cas. Jusqu'à fin mai. Donc après, ça va sûrement être reconduit, peut-être avec quelques changements. Mais en tout cas, aujourd'hui, si votre généraliste estime qu'une reprise d'activité est beaucoup trop dangereuse, vous avez cette possibilité-là. Donc, je le répète, être titulaire de l'affection longue durée et qui plus est de catégorie 9, qui englobe bien l'ensemble des maladies neuromusculaires, dont notre myopathie FSH. Après, cette ALD9, généralement, elle est issue de deux choses, c'est-à-dire elle est issue d'un diagnostic clinique et moléculaire de la myopathie FSH, et elle est aussi issue parfois d'un niveau d'invalidité et d'un niveau d'atteinte. C'est pas automatique que on soit en ALD9 quand on est FSH. D'autant plus si on n'a pas le diagnostic clinique et moléculaire. Dans ce cas-là, il y a une solution alternative qui consiste à aller voir son médecin généraliste, son médecin traitant, et à lui exposer vos craintes sur la reprise du travail au regard de votre pathologie et au regard des risques qu'on vous a cités tout à l'heure sur notamment le déroulement d'une prise en charge d'une forme grave. Et ça, c'est un risque qui peut être discuté avec votre médecin généraliste qui pourra, si vous n'êtes pas détenteur de l'ALD9, peut-être vous stipuler un congé maladie. Et cette procédure, via son médecin traitant, qu'on soit FSH mais sans l'ALD, ou qu'on soit conjoint ou personne qui vit avec quelqu'un qui est en ALD, on peut aussi demander à son médecin traitant de faire une déclaration d'arrêt de travail quand on est quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui a une ALD, mais qui n'en a pas soi-même forcément. On peut aussi bénéficier de ces arrêts de travail, mais pour le coup, c'est comme pour les FSH qui n'auraient pas d'ALD, il faut aller voir son médecin traitant ou une téléconsultation pour que ce soit lui qui fasse la déclaration d'arrêt de travail. À la différence de l'autre qui est une autodéclaration. Je me répète sur les cas infantiles et les cas très atteints. Il faut faire attention à soi et il faut faire attention aussi à ceux qui vivent avec nous. Et donc, ce qu'explique Vincent, c'est que un mari, une femme, un fils, un père aidant a le droit de bénéficier
d'un congé maladie spécifique si il vit avec une personne à risque, en l'occurrence un myopathe FSH, en l'occurrence une ALD de type 9. Mais pour cela, la manipulation sur Internet n'est pas possible. Il faut se rendre pour les dents, il faut se rendre chez le médecin traitant. C'est très, très important. Moi, j'ai une femme qui travaille au contact direct avec les élèves. Je vois que Sophie parle également de sa reprise à l'école, etc. Il faut faire attention quand on est au contact de personnes à risque, comme des cas infantiles, comme des cas très atteints. Et dans ce cas-là, on peut justifier un congé maladie. Donc vraiment, vraiment faire attention. Moi j'aurais tendance à vous dire une petite téléconsultation avec votre médecin généraliste s'il y a un doute, un petit échange téléphonique ou de mail avec votre neurologue référent. Euh, ça peut vous rassurer, ça peut vous conduire à faire ces démarches alors que vous n'étiez pas très très chaud, ou au contraire à vous dire bah, non, moi je pense que je peux reprendre parce que j'ai bien tout compris, je suis dans un environnement professionnel qui respecte les gestes barrières, la distanciation sociale et qui préconise avant tout le télétravail. Je crois que c'est le cas de Vincent. Hein. Vincent, toi, c'est un peu ton cas. Moi, je suis en télétravail. Voilà, donc en l'occurrence, toi, tu n'as pas de problématique à ce niveau-là, mais Non. la reprise du boulot et la reprise de l'interaction, il ne faut pas hésiter à en parler à droite, à gauche, etc. Je vois qu'il y a des petites questions Ouais. Alors, en ouais, live. Isabelle, alors sur ta question sur comment est-ce qu'on sait sous quelle ALD on est, bah, je dois t'avouer, je ne sais pas trop. Ce que je me dis, c'est que si tu as été, c'est une déclaration que le médecin a dû remplir pour l'envoyer à la sécurité sociale. A priori, si tu as été déclaré ALD pour FSH, tu dois être dans cette Attestation de catégorie. sécurité sociale, Vincent. Ok, Tu vas sur le compte, très bien. ton compte Amélie, Eh ben, tu vas sur télécharger attestation de sécurité sociale et tu vois ton dispositif voilà. euh, noir sur blanc. Voilà. Mais si cette ALD elle a été demandée dans le cadre d'une FSH, en général, tu dois être dedans parce que c'est les maladies neuromusculaires qui sont dans cette typologie. Donc voilà. Après, si tu as eu une ALD pour un problème cardiaque, peut-être que tu rentres pas dans ce cadre-là. En fait, ça dépend pour quelle problématique, quelle pathologie l'ALD a été demandée. Ouais. Euh, je vais partager deux, trois petites choses avec mon écran. Euh, c'est tout à l'heure, on parlait du kit d'urgence de l'AFM, qui est donc, je vais vous le partager, qui est donc un document qui est téléchargeable sur le site de l'AFM, AFM Téléthon, et qui permet de lister, c'est le contenu du kit d'urgence. Donc, c'est un document que vous pouvez imprimer, qui a été fait en partenariat avec la filière neuromusculaire, Filnemus, qui avant Filnemus, en fait, jusqu'à il y a peu, il avait créé une carte d'urgence qui était disponible auprès des centres de référence qui vous suivaient. Vous pouvez demander une carte d'urgence sur laquelle le médecin notait votre type de pathologie, les contre-indications, etc. Cette carte d'urgence n'existe plus depuis quelques temps pour la FSH. Elle a été remise en service à la fin de l'année 2019. Mais en fait, il faudrait aller voir son centre de référence pour que eux commandent auprès de Filnemus les cartes pour pouvoir ensuite vous les donner. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, le contenu du kit d'urgence fait par l'AFM, c'est pas cette carte d'urgence, mais c'est une sorte de liste qui permet de cocher des choses et d'avoir finalement sa carte d'identité de patient sur soi, qui permet quand on arrive dans un service d'urgence, à le donner et à ce que les médecins ils aient vite fait une radiographie de qui vous êtes en tant que patient et de quoi vous avez besoin, et de quoi vous souffrez, etc., etc. Donc en fait, ce kit, il peut être intéressant et même très important de l'avoir sur soi. Alors, ça s'appelle un kit, mais c'est une page en fait, sur laquelle on remplit des choses, son centre de référence, son médecin généraliste, son kiné, voilà, tous les gens qui participent à votre prise en charge médicale en fait. Et vous On l'avez va sur vous vous. communiquer tout ça là. On va essayer de faire un document qu'on vous Ouais. enverra par mail et notamment en mettant tous ces liens de façon à ce que vous puissiez Mm. les remplir chez vous ou en tout cas en prendre connaissance.
Ouais, et tout à l'heure, alors on l'a évoqué de manière un peu pudique, et puis en même temps, on va l'évoquer de manière radicale. C'est que moi, quand je pense Covid, alors peut-être que les choses vont changer, mais aujourd'hui, quand je pense Covid, je pense gestes de protection pour le quotidien, etc. Faire attention à ce que je fais. Mais moi, quand j'y pense et enfin, quand je me dis de quoi je dois avoir peur, j'ai pas peur du Covid, j'ai peur de l'après si ça devait être grave. Et donc, mais de la même manière que c'est quelque chose qui pourrait me venir pour un accident de la route ou n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle la fiche des directives anticipées, qui sont en fait quelque chose qu'on remplit. C'est soit on prend un masque, enfin un formulaire standard et on remplit des cas, soit on l'écrit soi-même en respectant un certain formalisme et on dit ce qu'on veut faire, ses choix de fin de vie. Est-ce qu'on veut être animé? À qui on confie la charge de la décision, en tout cas de faire appliquer les décisions qu'on a prises. Alors, quelqu'un disait que ça pourrait être anxiogène d'en parler, ça peut l'être si on fait focus là-dessus, en même temps ça ne l'est pas parce que ça permet peut-être de se décharger émotionnellement de quelque chose, voilà, on le check comme, c'est un peu bête ce que je vais dire, un peu trivial, mais comme une liste de courses. Voilà, comment est-ce que je veux que ces instants soient gérés et je m'y prends très en amont pour justement ne pas être pris par l'angoisse du moment où ça arrive. C'est-à-dire que le réfléchir très en amont, ça peut enlever une grosse partie de l'affect et une grosse partie des interrogations qu'on n'aurait pas parce que quand on est dans l'émotion, il n'y a pas de raison. Là, on peut être maintenant un peu dans le froid, dans la raison et se dire voilà comment je veux que ça se passe. Et je confie à quelqu'un la charge de faire respecter ses volontés. Donc, c'est ce qu'on appelle la directive anticipée. Qui permet donc finalement de décider si oui ou non on veut passer en réanimation, etc. Ça peut aussi être une manière d'envisager la difficulté d'après. Ce n'est pas une invitation à quoi que ce soit, hein. C'est juste une invitation à, comme le kit d'urgence, à faire attention à soi et à ceux qui nous entourent, qui auront peut-être des décisions difficiles à prendre. Voilà, dans des moments cruciaux et très importants. Donc, ça peut se discuter en amont. C'est des moments qui sont peut-être difficiles, mais qui, si on s'y penche avec ses proches, peuvent être aussi très, très légers à la fin, une fois qu'on les a franchis, parce qu'on ne se pose plus la question de savoir ce qu'on laisse comme choix à faire pour soi auprès des autres. Merci Vincent. Je vois une question qui apparaît. Je me permets d'y répondre. Léa Alexla. Alors, pour ma part, les télétravailleurs doivent justifier de leur fragilité pour le rester. Quid quand on ne dispose pas de l'ALD? Une simple attestation suffit-elle? Alors, là, on a une micro-expérience qui a quelques jours. Il semblerait que dans certaines corporations ou chez certaines entreprises, il faudrait une sorte d'attestation de confinement qui est écrite et rédigée par votre médecin généraliste et qui permettrait de rester confiné et donc de télétravailler et donc de percevoir votre salaire ou d'être en chômage partiel et de percevoir votre salaire ou une partie de votre salaire. On a une connaissance qui a procédé comme ça. Il a été voir sur demande de son entreprise son médecin traitant qui lui a édité une attestation de confinement qui lui a permis de rester au chômage partiel chez lui. Voilà pour répondre à Alex là. Est-ce qu'on a fait le tour, mon Vincent? Non, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et que ce serait D'accord. peut-être revenir en arrière. Je vais juste dire deux choses pour revenir un peu sur le côté pratico-pratique et comme ça, tu pourras Mm. observer sur tes super notes s'il n'y a pas des choses qu'on a oubliées. Quand on a un doute sur quoi faire, sur qui appeler, sur j'ai pas le moral, je sais pas quoi faire dans ce confinement ou dans ce déconfinement qui n'en est pas un. Je voulais juste vous dire qu'il y a des gens qui sont à notre disposition, soit pour nous informer, soit pour nous conseiller, soit pour nous écouter. Et donc, je vais citer trois entités que je connais
et qui font un travail extraordinaire. Il y a déjà l'AFM Téléthon. Vous allez sur le site internet de l'AFM Téléthon et vous voyez les bons numéros de téléphone qui permettent d'appeler les services régionaux qui va vous venir le service régional qui va vous venir en aide sur comment je remplis mon kit d'urgence, qui va vous envoyer peut-être des masques, qui va vous conseiller certaines attitudes en matière de déconfinement, et qui peut aussi plus généralement un petit peu papoter avec vous. Donc vraiment, j'insiste sur ce service régional de la FM Téléthon qui est tout à fait performant dans l'accueil, l'information et le conseil des malades. Et moi, je peux en témoigner personnellement. Vincent, je crois que tu peux en témoigner aussi personnellement. C'est des gens qui sont très, très compétents. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la FM Téléthon et à regarder les coordonnées de votre service régional de la FM. Deuxièmement, l'APF France Handicap, qui est une des très, très grandes associations de France en matière de gestion du handicap. Là, pareil, ils ont mis en place des petites hotlines, parfois territorialisées, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas le numéro de téléphone qui correspond à notre département, à notre région, mais il y a quand même une infrastructure à disposition qui est là aussi très intéressante. Et dernière chose, non pas pour finir par le meilleur, mais notre association Amis FSH a mis en place il y a quelques mois, sous l'impulsion de bénévoles hyper engagés, a mis en place un groupe de soutien et d'accueil. Et je connais personnellement les gens qui sont derrière ce groupe d'accueil et de soutien. Et franchement, si vous avez envie de tapoter, d'être informé, de poser quelques problématiques à droite à gauche, franchement, appelez-les quoi. accueil@amifsh.fr accueil@amifsh.fr. Et les gens qui sont derrière cet email sont super bienveillants, super à l'écoute, super informés aussi. Et vraiment, n'hésitez pas. Et j'en profite pour évidemment leur envoyer des centaines de milliards de bisous parce qu'ils sont au top du top derrière cet email accueil@amifsh.fr. Donc, n'hésitez pas. Vincent, je te repasse la main si tu avais des… Je voudrais, parce que c'est, comme le disait Guy Lux, pour ceux qui l'ont connu, c'est mon dada. Donc, j'aime bien la connaissance scientifique et cette période très, très bizarre de confinement, un truc que pas grand monde d'entre nous a vécu, en tout cas pas dans ce monde moderne, et pas sur cette période-là et pas avec ces contraintes-là. En fait, elle va susciter beaucoup d'interrogations de savoir comment les gens se sont comportés, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, etc. Et donc, il y a l'INSERM qui a fait, je vais vous partager le site, qui peut aussi permettre de, comment dire, d'être acteur de ce moment. Alors, on n'est pas acteur directement en faisant plein de choses, mais d'être acteur de la connaissance de ce moment. Et en fait, l'INSERM, vous voyez peut-être ouais, vous voyez mon écran. Quand vous allez sur le site de l'INSERM, donc inserm.fr, vous pouvez trouver, oups, où est-ce que je suis? Vous pouvez trouver une série, une liste d'études en cours sur laquelle vous pouvez participer. C'est des questionnaires qui se remplissent en 10-15 minutes, où on vous pose des questions sur votre confinement. Alors, je vais vous donner par exemple situation de confinement, change-t-elle notre rapport au temps? Moi, je les ai toutes faites, hein, les enquêtes. Quelle est notre perception individuelle du confinement? Voilà, c'est des questionnaires qui vont permettre à des chercheurs, à partir des informations qui auront été collectées, d'avoir une bonne connaissance, avoir une meilleure connaissance des pratiques de chacun. Et éventuellement, dans le futur, si ça doit se reproduire, parce que potentiellement d'autres périodes de confinement pourraient très bien se reproduire dans le futur, eh bien peut-être adopter des politiques publiques un peu différentes ou savoir qu'il faut renforcer tel niveau d'écoute, tel niveau d'alerte, prendre en compte des gens qui sont handicapés un peu mieux, etc., etc. Donc c'est une manière d'être acteur de cette période-là. Donc, si vous avez voilà, confinement, sommeil et rêve, par exemple, vous racontez si vous rêvez différemment en termes de confinement. Ça va donner
beaucoup de connaissances et beaucoup de matière à des chercheurs qui vont ainsi peut-être améliorer nos prochains confinements en termes de qualité. Voilà. Donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours faire ça, c'est sympa. Bon, merci Vincent. J'incite tout le monde à aller sur ce site internet. On va vous l'envoyer, ce site internet, Oui, parce que je dans un tiens à dire document. que la plupart des informations scientifiques dont on vous a parlé avec Pierre, elles viennent des médecins qui nous ont parlé. Elles sont aussi issues de l'AFM Téléthon, du site de l'AFM. Elles sont issues du site de l'INSERM. Elles sont issues de Santé publique France. Elles sont issues de European Rare Disease, qui est une instance européenne sur les maladies rares. Elles sont issues de pas mal de sites scientifiques ou institutionnels. Et donc, on les a recoupées, collationnées pour essayer de vous faire quelque chose qui soit une bonne vision pour le tout venant que nous sommes, pas trop compliqué et un peu exhaustif, sachant qu'encore une fois, les choses changent tous les jours. C'est la Bon, difficulté aussi, et c'est ce qui permet aussi de comprendre l'information qu'on reçoit. Je lis beaucoup quand on n'en a pas beaucoup, qu'on nous cache des choses. En fait, on a beaucoup trop d'informations sans doute, et on a l'impression que ce qu'on nous dit le lundi, pourquoi on ne nous l'a pas dit le dimanche, comme si le dimanche on le savait. Probablement qu'on ne le savait pas. Et probablement qu'on a tellement d'informations que parfois on en rate aussi beaucoup et que le jour où on la découvre, on a l'impression qu'elle nous a été cachée, alors qu'en fait, elle était juste disponible. Et on s'en rend compte aujourd'hui, par exemple, avec l'histoire autour du comptage des morts. Compter les morts, c'est pas si simple que ça, par exemple. Et c'est pas parce qu'on veut pas le dire, c'est parce que remonter les causes de décès, ça prend plusieurs semaines. Et l'analyse et le traitement prend plusieurs mois. Donc c'est pas parce qu'on compte une unité qu'on sait que cette unité est décédée du Covid ou d'un accident de la route. Voilà. C'est plus complexe que ça. merci Vincent. D'ailleurs, c'est désormais l'heure Ok. des applaudissements confinés. Donc préparez-vous parce que à ma droite, j'ai Monsieur Vincent qui fait pas semblant d'être investi dans l'association et qui nous a lu beaucoup de choses et qui nous a écrit beaucoup de choses pour bien mener ce, euh, ce Facebook Live. Et Vincent, c'est aussi l'animateur de notre conseil scientifique derrière ce beau masque. Vincent Tronel, un Oui. maximum d'applaudissements pour toi. Merci, 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 merci. N'oubliez pas de Ah, porter des masques. j'entends les applaudissements à distance. Non, merci beaucoup Vincent. Je remercie tous les médecins, tous les chercheurs qui nous ont aidés, qu'on a eu au téléphone. Alexandra Tassin et professeur Legrand de l'Université de Mons, professeur Sacconi de Nice, professeur Laforêt de Garches, professeur Laoudge Chenives et docteur Portet au CHU de Montpellier et le docteur Maëva Ferrari, médecin rééducateur à Paris. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sandrine d'avoir géré Grand merci à Sandrine. les remontées des questions. Et puis soyez-en sûrs, on est en contact direct avec les médecins et les chercheurs pour notre maladie et le Covid. On est en contact direct et régulier avec eux. Donc n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Prenez surtout très soin de vous, pour vous et pour les autres. À bientôt les amis. Au revoir. N'oubliez pas les masques et les gestes barrières. Et les tubas. Et les tubas. Je Allez, coupe. salut.